On l'appelle Augustin d'Hippone, mais on aurait aussi bien pu l'appeler Augustin de Carthage. Le docteur de la Grâce est ici un enfant du pays, mais il en est un enfant terrible, difficile et parfois mal aimé. Il faut de la détermination pour entreprendre d'en célébrer l'œuvre et la mémoire, initiative à laquelle se consacre avec une grande énergie et une absolue persévérance son Excellence Salah Hanafi depuis maintenant 4 ans à l'occasion de ces journées augustiniennes de Carthage, devenues un rendez-vous automnal attendu. Augustin n'est pas a priori l'un de ces personnages séduisants, susceptibles d'attirer la sympathie immédiate des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'historien chrétien, pourtant chrétien, Jean Delumeau, voyait en Augustin le maître à penser d'une chrétienté médiévale placée sous le signe de la peur et du péché. Je cite, « Le discours religieux sur le péché dans l'Occident chrétien s'est développé certes à partir des textes bibliques, mais il a autant et plus fonctionné à partir d'une définition de saint Augustin, lourde d'implications légalistes et juridiques. » Voilà ce qu'écrit l'auteur du péché et la peur. Au crépuscule de l'Antiquité, Augustin a légué à l'Occident une vision noire de l'homme qui devait s'imposer jusqu'à l'époque moderne. L'humanité tout entière est décrite comme une masse de perdition, massa perditionis, gangrenée par le péché, livrée au mal et prédestinée aux souffrances infernales, dont ne sont exceptés qu'un petit nombre d'élus discernés parmi la masse des réprouvés, sans qu'on puisse d'ailleurs en comprendre la raison. Tel est le discours que répéta ad nauseam l'Église chrétienne pendant plus d'un millénaire. Pour beaucoup aujourd'hui, Augustin serait responsable non seulement d'une conception obscurantiste et terrifiante du christianisme, mais il aurait aussi inspiré de façon plus diffuse un moralisme bourgeois qui domina l'Europe jusqu'aux dernières décennies, fondé sur la haine des corps, la répression de la sexualité, l'angoisse de la faute et la culpabilité. Ici au Maghreb, l'image d'Augustin n'est pas moins ambiguë. Berbère illustre, certes, l'évêque d'Hippone est généralement respecté, mais il fait aussi l'objet d'interrogations. Des Algériens proches du marxisme, comme Kateb Yassine, Ahmed Akash ou plus récemment Ahmed Cheniki, jugent sévèrement l'attitude d'Augustin pendant l'affaire donatiste. Ils voient en lui l'instigateur d'une répression impériale dirigée contre une révolte de nature moins religieuse que socio-économique, sur fond de revendications identitaires nationales. Augustin apparaît à leurs yeux comme un traître à l'indépendance africaine, complice d'un pouvoir colonial étranger et impérialiste. Évidemment, pour ces auteurs, le parallèle entre l'histoire du IVe siècle et celle du XXe siècle est évident, au point qu'Yacine voyait dans saint Augustin, je cite, un autre général massu. Ce type de rapprochement ne fait pas l'unanimité. Claude Lepelley, le très grand latiniste Claude Lepelley, voyait dans cette lecture politique un anachronisme inacceptable au regard des vérités historiques. Il mettait en évidence le fanatisme intégriste des disciples de Donat, présent dans toutes les couches de la société de l'époque, et pas seulement dans les couches populaires, et puis vivant de brigandage. Quoi qu'il en puisse être, c'est ce type de questionnement qui m'interroge plus que la réponse qu'on peut lui apporter. Ce type d'amalgame montre qu'Augustin reste un personnage à la fois controversé et malléable. Sa longue existence, comme son œuvre abondante, se prête à toutes les interprétations et aux appropriations les plus diverses. Faire d'Augustin le bouc émissaire de tous les maux de notre modernité constitue assurément la solution la plus facile. James Smith, dans une conférence donnée à Regent College en 2019, expliquait qu'Augustin était exceptionnel en ce qu'il était le seul homme du IVe siècle à susciter encore aujourd'hui autant de haters. Mais les légendes noires qui entourent saint Augustin ne sauraient épuiser la complexité du personnage. Si Augustin divise, c'est qu'il dérange. Et s'il dérange, c'est parce que sa parole continue de porter et de nous questionner jusqu'au cœur le plus secret de notre être, là précisément où, selon lui, réside ce Dieu plus intime à moi-même que moi-même, intimior intimo meo. Augustin n'est pas de ces auteurs faciles, plaisants, qui nous flattent en nous disant ce que nous aimons entendre. Augustin ne servira jamais de miroir à notre narcissisme.
C'est justement la raison pour laquelle il faut prendre le temps de l'écouter. Au cours d'un colloque qui s'est tenu il y a 2 décennies, Goulven Madec et Claude Lepelley proposaient de voir en Augustin la figure d'un passeur. C'est l'image voisine du voyageur qui nous guidera au cours de ces rencontres. Nous partons sur la route avec Augustin. On the road with Augustine, pour reprendre le titre du beau livre de James Smith. Nous voilà embarqués, dirait Pascal, dirait ma voisine. L'association Via Augustina, co-organisatrice de nos journées, n'ignore rien des pérégrinations d'Augustin en Tunisie et en Italie. Mais cet étonnant voyageur que fut Augustin fut aussi et surtout un itinérant de la pensée. Aux théologiens réputés dogmatiques et intolérants, nous préférons le pèlerin de la vérité ou peut-être le randonneur du sens. Augustin fut un homme aux semelles de vent, cherchant son bien partout, circulant d'une rive à l'autre de la Méditerranée, des terres humides à l'Italie du Nord, dans la quête éperdue d'une vérité qui fut aussi pour lui une raison de vivre. Celui qui devait devenir aux yeux de la postérité l'infaillible docteur de la grâce ne fut jamais, pendant sa vie, un bloc monolithique de certitude, c'est même tout le contraire. Il erra longtemps, insatisfait, inquiet, entre platoniciens et manichéens, avant de rejoindre le christianisme. Mais la conversion elle-même ne fut pas une fin, mais le point de départ d'autres pérégrinations pour préciser sa foi. Errance et erreur. Augustin hésita beaucoup, rétractant certains de ses écrits, érigeant bien avant Descartes le doute en méthode et en principe d'existence. Si enim fallor sum, si je me trompe, c'est que j'existe. C'est cet Augustin incertain et presque fragile que décrit le professeur Conybeare dans son livre « The Irrational Augustine ». C'est cet Augustin vulnérable que donnait à voir le téléfilm algéro-tunisien Augustin, fils de ses larmes, œuvre testamentaire réalisée en 2015 par Samir Seif et projetée ici même en 2019. C'est ce randonneur du sens qui nous intéresse, cet Augustin fluide, naviguant entre les mondes, reliant des points de l'espace, croisant les cultures, interrogeant les systèmes, sans préjugés ni dogmatisme. Au carrefour entre le Nord et le Sud, Rome et l'Afrique, l'Antiquité et le Moyen-Âge, héritier de la culture profane et père du christianisme médiéval, Augustin élabore au cours de sa longue existence une œuvre cathédrale qui, par-delà les lieux et les temps, réconcilie Cicéron et le Christ, Milan et Carthage, Platon et Pascal. Car le sombre éclat d'Augustin continua de séduire bien après la fin du Moyen-Âge. Sa pensée rayonne d'un éclat sombre chez Erasme comme chez Calvin, chez Montaigne comme chez Rousseau, dont nous parlera le professeur Cadar dimanche, chez Arendt comme chez Heidegger, chez Pascal et Port-Royal, dont va nous parler Laurence Plasnet, jusqu'au très déconstructionniste Jacques Derrida, nord-africain comme lui, mais peu suspect pourtant d'acquaintance trop étroite avec la métaphysique chrétienne. Je renvoie aux pages merveilleuses écrites par le professeur Conybeare dans le livre qu'elle a consacré aux confessions sur le sujet. James Smith a dit un jour qu'il faut imaginer les philosophes français du XXe siècle comme les clients d'un café dont Augustin serait le patron, discret et omniprésent. Sartre, Camus, Beauvoir et Derrida ne lui commandaient pas de réponse avec leur boisson préférée. Ce sont ces questions qui les passionnaient et qui nourrissaient leur propre pensée. Ce sont ces questions qu'Augustin nous lègue à nous aussi. Quelques questions, peu nombreuses, sur la liberté, sur le temps, sur nous-mêmes. C'est en ce sens que nous sommes tous ses héritiers. C'est en ce sens qu'Augustin est notre contemporain, our contemporary.